Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Comment améliorer les prestations de l'administration guinéenne? Les secrétaires généraux des départements ministériels sont en formation à Conakry. Ils travaillent sur la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. On fera le point tout à l'heure avec Mamadi Terna Kamisoko. Immersion ce soir sur le tronçon Kagbelin, km 5 Tanene. Les travaux engagés par les autorités commencent à porter leurs fruits. Sur l'axe, vous allez le voir, la circulation s'est considérablement améliorée pour le grand bonheur des populations. Santé, avec la caravane médicale gratuite à l'hôpital militaire de Conakry, plus de 300 interventions vont être réalisées au cours de l'opération. C'est une initiative du ministère de la Défense à travers le service de santé des armées. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Les secrétaires généraux des départements ministériels sont donc depuis ce matin à l'école de 4 experts canadiens. Les travaux de 2 jours portent sur la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Un renforcement de capacité initié par le ministère de la fonction publique pour booster la performance de l'administration guinéenne. Mamadi Terna Kamisoko. La Guinée est engagée dans une véritable transformation tant sur le plan structurel qu'institutionnel. Avec le méga-projet Simandou qui entre dans sa phase active, le ministère du Travail et de la fonction publique s'attelle à doter le pays d'une administration publique performante et efficace, capable de porter le défi de la reconstruction de la Guinée. C'est ce qui justifie ce programme de renforcement de capacité au profit des secrétaires généraux des ministères sectoriels sur le thème conception, mise en œuvre et suivi des politiques publiques. L'Institut national de formation et de perfectionnement, structure partenaire dans la mise en œuvre de cette importante activité, s'est toujours positionné avec enthousiasme et honneur comme un pilier de l'excellence dans la formation et le renforcement des capacités des serviteurs de l'État, notamment au niveau de l'encadrement supérieur de l'État et de la haute fonction publique, afin de relever les défis d'une administration publique plus performante et moderne dans la dynamique du programme Simandou 2040. Le cabinet Performance Initiative Internationale a pour vocation d'accompagner les gouvernements, les sociétés d'État, les organisations internationales, les organisations du secteur privé et les agences de la société civile dans la mise en place des dispositifs et des outils pour une gestion axée sur la performance. Les secrétaires généraux, en leur qualité de techniciens, constituent la cheville ouvrière des départements ministériels. L'objectif est d'améliorer la performance des différents services. Les aptitudes visées ne sont pas simplement théoriques. Elles sont au cœur de notre mission en tant que leader public. Elles nous permettent non seulement de mobiliser nos équipes, mais aussi de bâtir une administration publique résiliente et orientée vers le service public, vers les citoyens. Le général Mamadi Doumbouya nous a invités sur 9 points essentiellement politiques et sociaux, dont entre autres le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, leur promotion, le rajeunissement, à poursuivre la refondation de notre pays à travers des piliers garantissant une administration forte et dynamique. À travers cette rencontre, les bénéficiaires sauront redéfinir leur rôle et fonction sur la base des meilleures pratiques, ce qui devra faciliter le pilotage des réformes, de la conduite et de l'évaluation des politiques publiques. Votre rôle, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, est décisif. Vous êtes les acteurs de premier plan qui traduisent les orientations politiques en réalisation concrète au service de nos populations. Les secrétaires généraux des ministères sectoriels ont beaucoup à gagner de l'accompagnement de ces 4 experts canadiens des performances initiatives internationales. Ils capitalisent plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre des politiques publiques. Les membres du conseil d'administration de la Société guinéenne du patrimoine minier, la SOGIPAMI, viennent de tenir leur première session. Cette société est au cœur des enjeux économiques et environnementaux liés aux ressources naturelles. Elle a mobilisé 75 milliards de francs guinéens au titre des dividendes de l'État guinéen, des efforts et des performances appréciées par les membres du conseil d'administration. Saint-Martin, Francine Adouno et Kandesila. La Société guinéenne du patrimoine minier SOGIPAMI a été créée pour gérer les actifs miniers de l'État guinéen
en assurant une exploitation responsable et durable des ressources naturelles. Et les membres du conseil d'administration de cette structure publique tiennent leur première session pour examiner les performances de l'entreprise, évaluer les initiatives en cours et planifier les actions futures. Le ministre des Mines, mes remerciements en sa qualité de président de la dite séance, a vaillamment donné des orientations futures et qui seront prises en compte lors des prochaines séances du conseil d'administration. Parlant de ces résultats, il faut retenir que la SOGIPAMI nous donne une satisfaction réelle. Cette satisfaction va en grandissant parce que l'exercice 2025 est encore plein d'espoir au titre des progressions sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, le niveau des recettes attendues est fortement corrélé au chiffre d'affaires. Pour l'exercice 2024, la SOGIPAMI a enregistré 75 milliards de francs guinéens au titre des dividendes. Un résultat qui traduit l'engagement de son administration générale à assurer un développement durable et le bien-être des communautés. Au titre de 2023, la SOGIPAMI a donné au Trésor public près de 70 milliards. Et les perspectives continuent, beaucoup d'espoir, puisque les résultats arrêtés au 31 décembre de 2024 donnent aussi une variation de 5 milliards par rapport à ce qui a été versé en 2024, mais au titre de 2023. Ce qui augure des grandes perspectives et de l'embellie financière constatée au niveau de ces sociétés. Le conseil d'administration a félicité la direction générale et l'ensemble du personnel de la société pour les résultats obtenus les 3 dernières années. Il a également invité la SOGIPAMI à accélérer sa transformation en une véritable société minière par le développement d'une mine et par la création d'une filiale de commercialisation des minerais. Dans l'actualité encore, Conakry abrite la rencontre annuelle de planification des activités de la coalition de la société civile du processus de Kimberley. Une dizaine de pays se concertent pour harmoniser le secteur afin de mettre fin au financement des conflits par le biais des ressources générées par la vente du diamant. Organisé par le Centre du commerce international pour le développement, le CECID, ces travaux sont soutenus par l'Union européenne. Fodé Camara. Chaque année, les membres de la coalition de la société civile du processus de Kimberley tiennent leur réunion de planification. Après Yaoundé, la capitale du Cameroun, Conakry accueille une dizaine de pays, notamment la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Belgique, la Tanzanie et l'Angola. Depuis plus de 20 ans, le premier enjeu de ces travaux est de faire du diamant un instrument de financement du développement et de promotion de la paix. Le processus de Kimberley, c'est un processus qu'on a commencé pour indiquer le fait que le diamant était utilisé pour financer les guerres. Et la société civile était à l'origine de ce processus. Le processus de Kimberley a quand même contribué à diminuer les guerres parce que c'est une exigence. Il faut qu'il y ait un certificat pour que le diamant quitte un pays pour être vendu au marché mondial. C'est quand même un acquis. Mais nous voulons en tant que société civile que le diamant contribue aussi au développement, surtout des pays, là où c'est produit, et aussi dans les communautés, là où l'exploitation se passe. Ces travaux de Conakry ont permis d'échanger sur les perspectives pour 2025. Autre exercice, dresser la revue des acquis de la coalition au cours de l'année 2024. C'est une opportunité d'échanger les procédures et de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on ne réinvente pas la roue. Et ce qui a marché ailleurs pourrait marcher aussi ici. Et nous pouvons apprendre des erreurs des autres pour nous améliorer. Au niveau du secteur diamantifère, principaux résultats attendus de la coalition, poser les jalons d'une exploitation respectueuse des droits de l'homme et des principes de protection du couvert végétal. Face à ces constats, la coalition de la société civile du processus de Kimberley, à travers ses organisations membres et dans sa vision de défendre les droits des communautés minières, a réalisé plusieurs projets nationaux dans chacun des pays
visant à faire en sorte que le secteur minier diamantifère soit plus étroitement lié aux principes de durabilité sociale, environnementale et économique. Après 4 jours de concertation, les experts, les acteurs politiques et autres représentants des pays participants ont cerné les mécanismes liés à l'amélioration de la gouvernance pour faire face aux défis du développement local au nom de la redistribution équitable des ressources. Au même moment, des infrastructures d'intérêt communautaire sont inaugurées dans la sous-préfecture de Nyonso-Moridou, préfecture de Beila, et c'est la société Rio Tinto qui a réalisé ces édifices en faveur des populations locales. La cérémonie d'inauguration a permis de souligner l'engagement de l'entreprise dans un contexte marqué par la mise en œuvre du projet Simandou. Mohamed Saliou Paye, Mohamed Lamine Diallo et Lancé Kamisoko sont sur place. Des nouvelles infrastructures d'une valeur de plus de 7 milliards de francs guinéens. Ces réalisations sont le fruit d'un processus participatif qui a impliqué directement les communautés locales à travers des consultations communautaires, une enquête de perception et un diagnostic participatif. C'est un projet dont l'objectif principal vise à définir les priorités des habitants afin d'adapter les investissements aux besoins réels des communautés. Les travaux de construction et d'équipement de ces infrastructures ont été entièrement réalisés par des entreprises guinéennes. En effet, chaque poste de santé comprend des bâtiments principaux, des logements pour les chefs de poste, des forages pour l'approvisionnement en eau, des parkings, des panneaux solaires et d'autres équipements essentiels pour le fonctionnement des services de santé. Cette initiative témoigne de la volonté du projet Simandou à soutenir le développement durable et à améliorer les conditions de vie des communautés riveraines. Il faudrait que les maisons des jeunes, préfectoraux et régionaux qui fonctionnent dans nos préfectures et régions, que cette infrastructure aussi fonctionne de la même manière, en mettant en place des structures de fonctionnement issues des associations de jeunesse. Dans la sous-préfecture de Nyonso-Moridou, ce moment est le fruit de la vision, de l'engagement et du travail acharné de nombreuses personnes qui ont observé sans relâche pour l'amélioration de notre système de santé. Avec ces différentes inaugurations, la société Rio Tinto renforce ainsi son rôle de partenaire clé pour le développement des communautés guinéennes et démontre une fois de plus son engagement envers une gestion responsable des ressources naturelles au service du bien-être des populations locales. À présent, le contenu de ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce vendredi 24 janvier 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et l'adoption des textes ci-après. Le traité révisé de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, la convention multilatérale de sécurité sociale sont invités à prendre part à cette plénière. Les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et de la fonction publique, le ministre de la santé et de l'hygiène publique, le ministre de la défense nationale, le ministre de la sécurité et de la protection civile, la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, les représentants des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les représentants du Conseil national des jeunes de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseils nationaux est exigée.
Conakry le 23 janvier 2025 pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Je le disais tout à l'heure, au sommaire, il y a quelques mois, il était difficile, voire très difficile de pratiquer le tronçon Kagbelin, km 5 Tanene. Le mauvais état de la route constituait un véritable calvaire pour les citoyens. Mais aujourd'hui, vous allez le voir, la circulation s'est beaucoup améliorée. Une avancée importante qui s'explique par des travaux d'envergure entrepris par les autorités. Les entreprises contractantes multiplient les efforts pour finir les travaux avant les grandes pluies. C'est un constat d'Alpha Isiagaba et de Lansana Marisila. Voilà l'image du tronçon Kagbelin-Tanene il y a quelques mois. Le calvaire relève désormais du passé. Le tronçon présente une nouvelle image grâce aux travaux de revêtement en cours sur le trajet. Aujourd'hui, les automobilistes éprouvent du plaisir à rouler sur cette voie. Je trouve maintenant là que c'est bon. Parce que la saison pluvieuse, c'était trop... C'était vraiment dégradé. C'était vraiment pas bon pour nous les étudiants. Il y a des étudiants qui refusent de venir parce que la route est vraiment dégradée. Mais là, alhamdoulilah, aujourd'hui on s'en sort très bien. De Kagbele à km 5, c'est vraiment facile maintenant là. Les travaux sont lancés il y a quelques mois seulement. La circulation s'est considérablement améliorée sur la nationale numéro 3. Tout le long du trajet, le bruit des machines retentit, signe de l'urgence des travaux. Avant 4h, 5h, à 6h, on a la route qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui c'est bon. Les 1h, tu rentres à Kabylie. Allez là, c'est bon. Il n'y a pas l'embouteillage ni rien. Aujourd'hui nous disons Dieu merci. La route est praticable qu'avant. Et les embouteillages ont diminué. Et nous disons Dieu merci. La route était impraticable. Aujourd'hui, quand même, on fait moins de temps de Kagbelin à km 5. Le tronçon Kagbelin du Brekatanene, la circulation devient de plus en plus dense. Les camions de sable et de granit sont les plus nombreux. Alors que les usagers se préoccupent de la durée de vie de cette voie, les techniciens, eux, rassurent. La façon dont nous sommes en train de faire la route là aura une très longue vie. Malgré les camions, malgré tout, il y aura une très longue vie. Parce que la couche de fondation est très bien faite, la couche de base, l'assise, tout c'est bon. Donc il y a la ZNT aussi, tout est compacté très bien. Donc la couche d'enrobé aussi, c'est de très bon bitume. Donc tout ça là, ça va avoir une très longue vie. Donc l'épaisseur de la première couche, c'est de 10 à 7 cm. L'épaisseur. Pour la deuxième couche aussi, ça va revenir. Actuellement, nous avons fait la première couche, nous sommes arrivés jusqu'au km 5 ici. Seulement, il y a des difficultés, surtout par rapport à la circulation. Ça, on a beaucoup de difficultés ici. Si tu barres, par exemple, il y a un endroit là où tu dois travailler, il y a des gens qui foncent, ils n'écoutent pas, même si tu parles, ils ne vont pas écouter. Sur le chantier du tronçon Kagbelin du Brekatanene, 2 entreprises ont la charge d'exécuter les travaux. L'une s'occupe du tronçon Kagbelin jusqu'au pont de la Sumba et l'autre du pont de la Sumba à Tanene. Aujourd'hui, c'est la course contre la montre pour finir les travaux avant les grandes pluies. Merci à Alpha Isiagaba pour toutes ces explications. Et puis c'est une grande avancée dans le secteur de la technologie et de l'innovation en Guinée. Des ordinateurs et des tablettes fabriqués dans notre pays ont été présentés ce jeudi à la Direction générale des douanes. Et pour l'occasion, les porteurs du projet ont largement expliqué l'impact de cette initiative qui devra permettre désormais à l'administration guinéenne d'utiliser des équipements made in Guinée. Abdul Aziz Baldé. La Guinée dispose désormais de son propre laptop conçu par des Guinéens. Ce projet pédagogique à vocation purement industrielle est composé des ordinateurs portables et des tablettes. Un laptop qui répond aux normes standards et assemblé par les étudiants de l'Institut supérieur de la technologie de Mamou. Pour cette première étape, les porteurs du projet ont choisi l'administration douanière pour la présentation de ce Made in Guinée. Il s'agit d'un laptop déjà du point de vue caractéristique qui est très robuste, qui répond aux normes standards internationales, qui est d'un gabarit à hauteur de 500 Go de capacité, de 16 Go de RAM, c'est un i7 11e génération avec tous les accessoires de dernière technologie.
Alors, l'autonomie est de 8 heures en utilisation normale et au-delà de ça, par utilisation instantanée, elle peut aller de 12 à 15 heures. En termes de sécurité également, c'est que l'appareil dispose d'un équipement de géolocalisation en cas de perte. Guinée Technologie Innovation, en partenariat avec l'Institut supérieur de technologie de Mamou, a fabriqué plus de 12 000 ordinateurs portables et mis sur le marché à moindre coût. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos étudiants qui sortent de là aient l'ensemble des éléments techniques pour leur permettre non seulement de pouvoir servir dans les différentes unités industrielles, mais aussi de pouvoir créer leur propre entreprise. C'est dans ce cadre-là que ce projet a été mis en place, mais aussi acquisition et maîtrise de la technologie pour nos étudiants, pour pouvoir, et nos chercheurs, pour pouvoir aller au-delà et produire un appareil ou des appareils totalement made in Guinée sur toute la chaîne. L'usine d'assemblage d'ordinateurs et tablettes de l'Institut supérieur de Mamou permet aux étudiants d'être opérationnels après leur cursus universitaire. Nous sommes très d'abord pour avoir été la première cible à venir communiquer sur cette technologie. Et une technologie Made in Guinée, c'est vraiment exceptionnel. C'est une première. Nous ne pouvons que les encourager. Nous ne pouvons que leur dire merci pour la communication. Il y a eu une très bonne communication. Et nous, notre partition, en tant que direction générale des douanes, en tant qu'accompagnateur des investissements, nous sommes entièrement à leur disposition pour les accompagner. Les prochains jours, l'équipe de Guinée Technologie Innovation compte sillonner tous les départements ministériels et plusieurs autres directions. Dans l'actualité encore, le Conseil national de transition accueille une mission d'évaluation composée de partenaires techniques et financiers, une démarche qui s'inscrit dans le cadre des engagements de l'institution en faveur d'une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Elle est initiée par le gouvernement guinéen avec le soutien de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Le point avec Ablé Diallo. Au Conseil national de la transition, cette mission, composée de divers experts nationaux et internationaux, sont venus échanger avec les conseillers nationaux autour du cadre PEFA, Programme dépenses publiques et des responsabilités financières. L'objectif principal est d'établir une méthodologie pour la collecte et l'analyse des données relatives aux performances des États en matière de gestion des finances publiques. Donc on était venu recueillir, leur donner un peu certaines explications dans le cadre de ce processus et puis échanger avec les conseillers comment on pourrait mieux évaluer les indicateurs qui concernent l'organe législatif, notamment l'indicateur PI 18 et PI 31. En raison de sa mission de contrôle de l'action de l'exécutif, le Conseil national de la transition constitue un maillon clé dans la gestion de l'État. Plusieurs dispositions juridiques confèrent à cette institution un rôle renforcé, consolidant ainsi son importance dans le processus de gouvernance. Dans notre rapport sur le volet dépenses de la loi des finances initiale 2025, nous voulons que la notation pays de la Guinée puisse s'améliorer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes de la catégorie 7 de l'OCDE, ce qui fait que pour contracter des prêts privés, nous sommes soumis à des primes de risque très élevées, souvent 15, 13, 14%. Donc nous avons très bien apprécié parce que nous pensons que si nous avons une bonne notation au niveau de PEFA, le SOTE pourra se référer de ça dans les jours à venir. La dernière évaluation de la Guinée dans le cadre du PEFA remonte en 2018. À l'issue de cette évaluation en cours, un rapport détaillé sera élaboré et partagé avec l'organe législatif de la transition pour des analyses et utilisations appropriées. Et puis, mesdames et messieurs, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Plusieurs questions d'intérêt national ont été discutées au cours de cette rencontre. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil avec le ministre porte-parole du gouvernement. Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 23 janvier 2025 de 16h à 18h. Sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Compte rendu des sessions du Conseil du gouvernement des mardis 14 et 21 janvier 2025.
décisions du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a ouvert la séance en exprimant ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de son déplacement au Ghana pour l'investiture du nouveau président, Son Excellence, M. John Dramani Mahama. Le chef de l'État a appelé chaque membre du gouvernement à s'investir pleinement dans la réalisation des objectifs assignés à leur département. Il a souligné l'importance de l'atteinte des résultats pour le bien-être des populations et a insisté sur la nécessité d'accroître la rigueur dans la gestion des ressources. Un appel a été fait pour un engagement plus fort cette année afin d'assurer le suivi rigoureux des réformes et des projets, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et des secteurs sociaux de base. Le Premier ministre ainsi que le ministre des Infrastructures et des Travaux publics et le ministre concerné ont été spécialement chargés de veiller à la livraison des projets prévus pour 2025 dans les délais convenus. Le président de la République a rappelé que l'année 2025 représentait un enjeu crucial pour le gouvernement face aux nombreux défis à relever. Il a encouragé l'ensemble des ministres à maintenir la rigueur dans leur action et à respecter les engagements pris. Chaque ministre doit œuvrer selon son domaine de compétences et participer aux efforts collectifs pour garantir l'effectivité de ces engagements. Le Premier ministre et plusieurs ministres ont été appelés à continuer leurs efforts dans ce sens. Le chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a également exprimé la nécessité pour le gouvernement de demeurer proche des populations afin de répondre efficacement à leurs préoccupations. Cette proximité ne peut être obtenue qu'à travers une meilleure collaboration et une solidarité renforcée au sein du gouvernement, ainsi qu'avec les équipes administratives de chaque département. Il a été demandé aux membres du gouvernement et à l'ensemble de l'administration publique de faire preuve de responsabilité et d'adopter les principes de bonne gouvernance économique dans la gestion des biens publics. L'accent a été mis sur la priorité à accorder à l'intérêt général et sur la nécessité d'être exemplaire dans la gestion des ressources publiques, tout en faisant preuve de transparence et de dévouement envers la République. Concernant la lutte contre la corruption, le président de la République a précisé que celle-ci ne viserait personne en particulier, mais elle consiste à assainir les finances publiques, à garantir la transparence et à instaurer une culture de reddition des comptes dans l'administration publique. Enfin, le président de la République a rappelé aux membres du comité stratégique du Simandou l'importance de maintenir une rigueur constante dans le suivi des projets Simandou afin d'assurer sa réussite dans le respect des engagements et des délais contractuels convenus avec les partenaires industriels. Il a également souligné la nécessité de continuer à développer le programme de développement socio-économique durable, responsable, Simandou 2040, avec l'appui de l'ensemble du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, je le dis également au sommaire, une caravane médicale gratuite à l'hôpital militaire de Conakry. Plus de 300 interventions chirurgicales sont prévues pour les 10 jours de l'opération. L'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane Wami Guinée, à travers la mission médicale saoudienne et le service de santé des armées, porte le projet. La cérémonie de lancement a été rehaussée de la présence du directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, lieutenant Tamba Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. C'est une caravane médicale chirurgicale gratuite. Elle est destinée à l'ensemble de la population guinéenne, civile et militaire. Le coup d'envoi de l'opération a été donné à l'hôpital militaire de Conakry, situé au camp Almami Samori Touré. Une action humanitaire portée par l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane WAMI en synergie avec le service de santé des armées.
que nous commençons aujourd'hui est une initiative majeure et porteuse d'espoir composée d'une équipe d'experts médicaux, saoudiens, égyptiens et d'autres nationalités. Durant 10 jours, 300 interventions seront effectuées dans 3 spécialités chirurgicales. Une action citoyenne qui fait de la santé de la population l'une des priorités des autorités militaires. Cette action humanitaire témoigne également de l'excellence des relations de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. La prise en charge effective des patients a déjà commencé à l'hôpital militaire de Conakry et au centre médico-chirurgical des armées du bataillon d'infanterie du Kankamayen. Elle devrait contribuer à offrir davantage des soins de qualité aux personnes nécessiteuses, conformément à la vision du chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et puis le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers ANAFIC, vient d'élaborer un nouveau guide méthodologique révisé de 3e génération en faveur des collectivités locales du pays. À Boké, les secrétaires généraux des communes et les chefs des gardes forestiers de la région étaient en conclave. Une rencontre pour leur permettre d'apprendre et d'élaborer des plans de développement en vue de réaliser des projets dans leur localité à la base. Younous Atawel Kamara. Dans cette salle, les secrétaires généraux des communes, les chefs cantonnements forestiers et les agents techniques d'encadrement communautaire de la région de Boké. Ils s'approprient le guide méthodologique 3e génération pour l'élaboration des plans de développement local des communes. La maîtrise parfaite de cet outil pourrait permettre à ces cadres au niveau central et déconcentré d'élaborer leur propre plan de développement local. L'État a transféré un certain nombre de compétences aux communes. Parmi ces compétences, nous avons la planification locale. Et c'est cette compétence qui permet aux communes d'élaborer leur plan de développement local, qui est un document et qui contient toutes les actions de développement socio-économique que les communes doivent mener. Il est donc crucial que ces acteurs maîtrisent ce nouveau guide, qu'ils soient en mesure également aussi de poser des questions au cas où il pourrait y avoir des incompréhensions sur certains aspects liés non seulement au financement du développement local, à la mobilisation des ressources, au financement climatique, mais aussi à la mise en œuvre des plans de développement local des collectivités. Ce document élaboré par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation prend en compte plusieurs sujets liés à la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes et femmes, l'inclusion sociale, mais surtout le changement climatique. La région administrative de Boké ne peut que s'en réjouir et prendre l'engagement de veiller à son bon suivi dans le programme de planification locale des communes relevant de son ressort. Avec toutes les dimensions qu'on est en train de voir aujourd'hui et surtout l'intégration, n'est-ce pas, des nouveaux outils, le changement climatique, l'intégration sociale et la problématique du genre, vraiment est une préoccupation qui vient renforcer, n'est-ce pas, davantage le PDL afin de bâtir un développement inclusif et participatif. Ce principal outil de travail constitue désormais un cadre de référence pour les différentes collectivités pour toute intervention en matière de développement local en faveur des communautés à la base. Et ce communiqué interministériel relatif à la transhumance transfrontalière. Le gouvernement de la République de Guinée, à travers ses départements ministériels compétents impliqués dans la gestion de la transhumance transfrontalière, informe l'ensemble des acteurs agro-pastoraux qu'une nouvelle mesure a été prise concernant la transhumance transfrontalière en Guinée. En raison de plusieurs facteurs, notamment le manque d'espaces pastoraux aménagés, le maintien de la paix sociale entre agriculteurs et éleveurs, la sécurité des populations, la gestion des ressources naturelles et la préservation de l'environnement,
le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage annonce l'interdiction formelle de la transhumance transfrontalière sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du 1er janvier 2025 au 1er mars 2026. Cependant, cette disposition ne concerne pas les animaux destinés à la commercialisation et à la consommation qui seront soumis à une autorisation préalable d'importation délivrée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage conformément à l'article 41 et 42 du Code de l'élevage et des produits animaux. Sont chargés de veiller à l'application stricte de cette mesure les services centraux et déconcentrés du ministère de la Défense nationale, du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que les fédérations régionales de la filière bétail-viande. Conakry, le 23 janvier 2025, ont signé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation générale, 2e section, et l'âge Ibrahima Khalil Kondé. Le mouvement sportif guinéen dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports, le président du Comité national olympique sportif guinéen, porte-parole des fédérations, a saisi l'occasion pour faire le bilan des fédérations sportives nationales durant l'année 2024. Jibril Kamara et Manga Mouri Kamara. Les fédérations sportives nationales de Guinée veulent changer leur mode de prestation pour conquérir le monde sportif. Le discours du Comité national olympique devant le ministre de la Jeunesse a permis de faire la revue des défis à relever pour l'année 2025. Dès aujourd'hui, chaque acteur doit s'engager pleinement pour que les résultats de Los Angeles surpassent ceux de Paris 2024. Le plan stratégique en vigueur trace la voie à suivre et nous devons unir nos efforts pour atteindre cet objectif. Pour inviter l'ensemble des membres de la famille du sport guinéen et au-delà de cette famille, toute la population à accompagner les fédérations qui sont confrontées parfois à des questions d'interprétation des textes au point que pour le fait que nous ne soyons pas assez représentés dans les instances internationales, nous subissons des sorts et parfois nous sommes victimes de nous-mêmes. Je voudrais insister sur cette solidarité entre fédérations sportives. Au département des sports, plus de 40 fédérations sportives nationales étaient présentes pour échanger avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Kiamou Bougoula Haba a rassuré le mouvement sportif de l'engagement du gouvernement guinéen à aller de l'avant pour répondre aux attentes. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de mon premier ministre, Amadou Ouriba, et tout le gouvernement, vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour le repositionnement international de notre pays à travers nos athlètes, mais aussi pour avoir occupé sainement notre jeunesse au niveau national à travers leur adhésion à vos disciplines respectives. Qu'on ne souhaite plus avoir de crise au sein de votre fédération en 2025. Pour la bonne marche de ce secteur névralgique, le ministre de la Jeunesse et des Sports a invité les présidents de fédération à respecter les statuts de leurs associations respectives. Des jeunes ambassadeurs ont été récemment sélectionnés puis formés dans la région de Kindia et Zérékoré. Ils bénéficient de mesures d'accompagnement en lien avec leurs différentes activités. À Kindia, des consortiums reçoivent leur quote-part à travers une série de formations. C'est pour faciliter la meilleure gestion des subventions reçues et pour lutter surtout contre la précarité des jeunes à travers l'auto-emploi. Falilou Diallo et Fana Labaya Kamara. Le concept est dénommé Jeunes ambassadeurs. Plus de 200 sont sélectionnés dans les régions de Kindia et Zérékoré. Ils reçoivent des subventions pour développer leurs micro-projets. À Kindia, le projet éducation à la paix et à la non-violence en milieu scolaire est l'un des bénéficiaires. Nous, en tant qu'organisation des jeunes pour le développement local, nous avons soumissionné pour pouvoir vraiment en bénéficier de ces fonds. Et grâce à nos efforts, nous sommes parvenus ici à aboutir à l'acquisition de ce projet et à l'acquisition de ce financement qui a eu lieu aujourd'hui à la commune urbaine de Kindia. Et nous comptons vraiment
utiliser ces fonds à bon escient, car le projet en question est à sa 3e édition, qui est dénommée Éducation à la paix et à la non-violence en milieu scolaire dans la commune urbaine de Kindia. L'idée d'accompagner ces jeunes ambassadeurs déjà formés de mettre en pratique les connaissances acquises. Au cours de cette rencontre de Kindia, la gestion des subventions reçues a été longuement abordée. Pour permettre à ces jeunes-là de mieux gérer ces subventions, nous avons initié la remise des prix officiels et nous avons organisé une formation pour les capacités à mieux gérer cette subvention, à mieux faire les rapports financiers et narratifs, histoire de renforcer afin qu'ils puissent être des véritables leaders de changement communautaire pour les 2 préfectures. Nous avons donné 12 millions à chaque consortium. Pendant cette journée, les différents micro-projets sélectionnés puis subventionnés ont été passés au crible. 12 millions de francs guinéens seront octroyés à chaque consortium pour booster leur projet. Il s'agit de rendre autonomes les jeunes Guinéens et lutter contre la précarité en milieu juvénile. Autre sujet dans ce journal, en prélude au lancement des opérations du Hajj 2025, les autorités ont animé une conférence de presse au centre islamique de Donka. Il était question d'échanger avec les médias afin de mieux informer les futurs candidats au pèlerinage de cette année. Compte rendu, Marwan Kamara et Soriba Bangoura. Ce point de presse est organisé en prélude au démarrage officiel du processus du Hajj 2025 en Guinée. Il est animé par les autorités en charge des affaires religieuses. C'est pour nous adresser à la nation guinéenne, à l'opinion nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya et son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Bouriba, pour porter à leur connaissance que les opérations de Hajj vont débuter à partir de lundi. Et à la fin de cette semaine, nous allons lancer les prix et que nous avons donné les informations générales concernant l'enregistrement. Donc nous avons dit que ces prix qui seront lancés est à l'endroit de tous les 10 000 pèlerins. Donc déjà les agences privées ont déjà fait leur enregistrement de 2 ans. Cette année, plus de 10 000 pèlerins guinéens sont attendus à la Mecque pour effectuer ce voyage sur la Terre Sainte et accomplir ce devoir religieux sans problème. Le secrétariat général des affaires religieuses compte s'impliquer davantage pour corriger les insuffisances observées lors des Hajj précédents. On n'inscrit pas les pèlerins à partir d'ici. Nous donnons aux ayants droit à toutes les sensibilités pour que la Guinée soit représentée et nous demandons l'esprit de très compréhension, de sagesse et de calme à tous les Guinéens qui n'auront pas la chance de faire le pèlerinage cette année. Actuellement, la Guinée a 10 000 quotas et contre au moins 20 000 demandeurs. Tous les récits bancaires seront délivrer à partir du secrétariat ici. Et ces récits-là sont codés et sécurisés. Donc quiconque voit quelqu'un qui dit le prix plus supérieur que le prix du Hajj, il faut le dénoncer à nous. Il faut donner ça à l'État guinéen. Ce sont eux qui causent des problèmes au pèlerinage. La particularité de cette année, le processus d'inscription des futurs candidats au pèlerinage se déroulera dans les communes, préfectures et régions. Le montant du Hajj de cette année sera annoncé par les autorités religieuses vendredi prochain. Dans l'actualité encore, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, est en train de mettre en œuvre le projet Guichet Choc alimentaire. Les équipes sont déployées à Conakry. C'est une opération soutenue par le Fonds monétaire international avec pour objectif d'apporter un appui aux familles vulnérables. Reportage à Diane Diansane et Moussa Bangoua. Depuis plusieurs semaines, des opérateurs de transfert monétaire sillonnent plusieurs quartiers de la capitale dans le cadre du projet Guichet Choc alimentaire financé par le Fonds monétaire international. Des équipes déployées sur le terrain pour la mise en œuvre de ce projet de justice sociale. Le projet Guichet Choc alimentaire prend en compte 61 000 ménages à travers tout le pays. À l'intérieur, il y a 41 000 ménages que nous appuyons. Au niveau de Conakry, nous avons ciblé 20 000 ménages.
Tout cela est rendu possible grâce à la clairvoyance du Père de la Nation. Ces transferts monétaires sont un coup de main aux populations vulnérables de Conakry pour les aider à faire face aux effets de l'inflation. On est vraiment content. Aujourd'hui, nos maris ne vivent plus. Nous vivons dans des conditions de précarité. Mais grâce au président, nous arrivons aujourd'hui à nourrir nos enfants. Après Kassa, la zone de Conakry bénéficie de 19 000 ménages vulnérables qui sont touchés par cet appui financier, soutenu par le gouvernement et mis en œuvre par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Je rappelle que c'est un projet qui est financé par le FMI et l'idée étant de permettre à nos compatriotes qui vivent des moments difficiles de desserrer un peu mieux l'étreinte de l'inflation qu'ils subissent. Donc ce sont des ressources qui sont importantes, qui permettent à des populations de faire face à des besoins vitaux. Et l'année s'est mobilisée pour traduire cette vision du chef de l'État, celle d'aider nos compatriotes les plus pauvres à vivre mieux. Cela traduit la volonté des autorités de la transition à faire des questions d'inclusion et de lutte contre l'extrême pauvreté des priorités des actions du gouvernement. On va parler encore de soutien aux plus pauvres, mais surtout aux enfants en situation difficile. Des vivres viennent d'être offerts à des orphelinats de l'axe Amdalaï Bambeto-Koza. Le geste est bien apprécié par les bénéficiaires qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts. Mamadou Alpha Baldé a assisté à la cérémonie de remise de ces vivres. Ne laissez personne à l'écart, venir en aide aux plus nécessiteux. Des orphelinats de l'axe Hamdalaï Bambeto Koza bénéficient d'un soutien d'associations et mouvements inspirés par la volonté du chef de l'État d'accompagner chaque citoyen, quel que soit son rang social. Notre geste se situe dans l'accompagnement des actions humanitaires du gouvernement. Notre président a le souci de s'occuper de chaque Guinéen, surtout le plus pauvre. C'est notre modeste contribution pour ces personnes aux revenus faibles. Ici, beaucoup parmi ces enfants n'ont ni père ni mère. Ce geste se veut désormais régulier. Soutenir les couches les plus défavorisées est une des priorités du gouvernement. Une vision partagée par le mouvement Mamadi Doumbouya Komodjike. Je remercie Tanti Fatimba. C'est grâce à elle tout ça là c'est arrivé. Ça n'a jamais fait dans notre quartier ici. Je remercie Monsieur le Président Général Mamadi Doumbouya. Je le remercie beaucoup. Nous sommes vraiment contentes. Avant je payais un pot, 2 pots, mais là, avec le riz et l'huile, ça va beaucoup nous aider. Nous serons en mesure de nous occuper d'autres choses pour le bien de la famille. Nous remercions les donateurs et les autorités qui ont permis tout ça. Le don de ces vivres à des orphelinats de l'axe est salué par les sages et notabilités de la zone qui ont par la même occasion prié pour la paix et l'unité dans le pays. Et nous allons prendre à présent la direction de Kindia pour parler de ce don de kit pédagogique, un geste qui s'inscrit dans le cadre du projet soutien scolaire en milieu rural. C'est l'ONG Youth Foundation Guinée qui porte cette action en vue de réduire l'abandon scolaire souvent fréquent en milieu défavorisé. Adia Toubari. Mambia est l'une des sous-préfectures de Kindia. Dans la localité, l'école primaire de Débélé est choisie pour la mise en œuvre du projet d'aide scolaire en milieu rural, un projet porté par la Youth Foundation. Ils apportent du sourire aux élèves à travers ce don de kits scolaires. Je voudrais vivement remercier la Youth Foundation Guinée qui a pensé à faire des dons de kits scolaires à des enfants qui en ont tant besoin. Un kit scolaire peut faire une énorme différence, car il donne la possibilité à l'enfant d'apprendre et grandir dans un environnement éducatif adapté. Cette ONG est la bienvenue dans notre localité. Nous les remercions pour leur don à nos enfants. Au total, ce sont plus de 200 kits scolaires, dont des tenues qui sont offerts aux élèves de 3 écoles.
Plus de 80% du don est destiné aux filles pour les encourager à poursuivre les études. C'est dans ce contexte que la Youth Fondation Guinée s'est engagée à fournir des kits pédagogiques complets aux enfants. Ces kits comprennent des livres, des tenues, des cahiers, des stylos, des sacs et d'autres fournitures essentielles. Visent à alléger le charge financière des familles et garantir que chaque enfant puisse apprendre dans les bonnes conditions. La Youth Foundation est une ONG qui bénéficie d'un soutien financier de People for Place basé en Allemagne. Dans leur plan d'action, une vingtaine de filles issues de familles défavorisées vont également bénéficier d'un programme de parrainage scolaire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant. Et vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.